السلام عليكم وأهلا بكم في نشرتنا الرئيسية. إليكم أبرز عناوينها. مراكش تستضيف قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية تحت شعار نبني المستقبل معا. القمة تجسد الدور الريادي للمملكة المغربية كجسر للتعاون والشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان القارة الإفريقية. فرق الإطفاء تتمكن من السيطرة على حرائق الغابات بإقليم العرائش التي التهمت أزيد من 7800 هكتار، مع البقاء على أهبة التدخل في حال اندلاع بؤر أخرى بفعل ارتفاع درجات الحرارة وتوقعات هبوب رياح قوية. درجات الحرارة في ارتفاع عبر ربوع المملكة، ومعها يزداد الإقبال على مراكز الاصطياف كما هو الحال في مارينا السعيدية، إحدى الوجهات المفضلة لساكنة وزوار المنطقة الشرقية ومغاربة العالم. العداء العالمي سفيان البقالي يعتلي منصة التتويج ويمنح الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى يوجين 2022. ويحضر معنا ضيفا في بلاطو الرئيسية السيد محمد جدري، مدير مرصد العمل الحكومي والمحلل الاقتصادي. أستاذ مساء الخير. أهلا وسهلا. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبمبادرة من مجلس الشراكات المعني بإفريقيا، انطلقت اليوم بمدينة مراكش أشغال قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية تحت شعار لنبني المستقبل معا. قمة أكد خلالها المشاركون على ضرورة بناء شراكة أمريكية إفريقية في إطار المنفعة المتبادلة وتوطيد التعاون الاقتصادي. سمية بالعياشي، زكية بالقاس، حسن مسكور، والمعتصم بالله البوساوي. تمتلك القارة الإفريقية 23.5% من الأراضي الزراعية في العالم، ولديها إمكانيات شمسية تبلغ 10 تراوات، كما تكمن أكبر ثرواتها في رأس مالها البشري، مؤهلات آن الأوان لكي تجني ثمارها من خلال النهوض بدورها المحوري والطبيعي على الساحة الدولية، خصوصا في سياق يشهد إعادة تشكيل معالم الاقتصاد العالمي. قيام الدول الإفريقية بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية لخلق مناخ الأعمال مناسب، وقيام القطاع الخاص بدوره الوطني، وبجهة ثانية تعبئة الشركاء الدوليين للقارة لمواكبة برامج التنمية لدولها، فبالتوازي مع التعبئة الجماعية لكل البلدان الإفريقية لجعل الاندماج رافعا لتحويل اقتصاداتها. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. Des partenariats d'affaires tripartites États-Unis-Maroc-Afrique, c'est l'objectif du 14e sommet des affaires à Marrakech. L'événement se tient pour la première fois dans un pays d'Afrique du Nord et consolide le positionnement stratégique du royaume. Fès célèbre le 5e anniversaire du plan d'action pour les chefs et acteurs religieux. Un symposium est organisé à l'occasion. Objectif, prévenir toutes les violences qui conduisent au crime. Un conclave de haut niveau qui appelle de ses voeux la promotion du dialogue interreligieux et la culture de la paix. Et puis nous prenons le large, direction la station balnéaire de Saïdia, une belle destination de plaisance en Méditerranée. De jour comme de nuit, toutes vos envies sont servies. Nous le verrons en fin de cette édition. C'est un rendez-vous avec l'histoire que notre jeune athlète Sophia El Bakkali n'a pas manqué à Eugène aux États-Unis. À tout juste 26 ans, il est sacré champion du monde du 3000 mètres steeple et offre l'or à son pays. La victoire lui a valu des félicitations royales. Dans un message adressé à l'athlète, le souverain y exprime ses chaleureuses félicitations au champion qui a pu, écrit Sa Majesté le Roi, grâce à son esprit compétitif et à son patriotisme immuable, réaliser cette victoire amplement méritée et ce nouvel exploit. Hisser de nouveau les couleurs nationales et étoffer le palmarès sportif marocain de titres internationaux. Le souverain a également souhaité à l'athlète davantage de succès et de réussite dans son parcours sportif. Avec ce sacre, Sophia El Bakkali met fin
au règne kényan sur le 3000 mètres, steeple qui a duré plus de 30 ans. Désormais champion olympique et champion du monde, le jeune athlète a renversé le plateau de cette distance au terme d'une course très tactique. Une star est née et fait la fierté de tout un pays. Une victoire savourée lors de la cérémonie de remise des médailles. Vous le voyez sur ces images. Un moment d'une intense émotion après une course époustouflante contre son rival l'Éthiopien Girma ainsi que les athlètes kenyans. En exécution des hautes instructions royales, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale, Abdeltef Loudi, a reçu hier au siège de cette administration le général de corps d'armée Aviv Koavi, chef d'état-major des forces de défense israéliennes en visite de travail au Maroc, à la tête d'une importante délégation. Cette visite vient consolider la coopération bilatérale engagée par la signature historique devant Sa Majesté le roi Mohammed VI de l'accord tripartite Maroc-États-Unis-Israël le 22 décembre 2020, suivi par la signature le 24 novembre 2021 du mémorandum d'entente dans le domaine de la coopération de défense par le ministre de la Défense israélien et le ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale. C'est ce qu'indique un communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Toujours hier et sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le général de corps d'armée, inspecteur général des phares et commandant la zone sud a reçu au niveau de l'état-major général des phares à Rabat, le général de corps d'armée Aviv Koavi, chef d'état-major des forces de défense israéliennes, qui est donc en visite à la tête d'une importante délégation militaire au Maroc. Retour à l'actualité sportive avec cette fois la Confédération africaine de football qui dévoile la liste des 3 finalistes dans les différentes catégories en lice pour les CAF Awards 2022 qui se tiendront demain à Rabat à 20h. Les Marocains Achraf Dari, Yasmine Zouhir, Walid Regragui et Zohel Motaraji sont de la partie. Quant au club Blaise Far, l'OAC et la Renaissance sportive de Berkane, eh bien ils sont également en lice. Marrakech à l'heure d'une réunion planétaire, le 14e sommet des affaires États-Unis-Afrique. Les travaux ont démarré ce matin en présence d'une importante délégation américaine, des ministres africains et des décideurs, de même que des plus grandes multinationales américaines et des milieux d'affaires africains. Un sommet tourné vers l'avenir en terre marocaine, un hub pour le continent et un partenaire de référence pour Washington. Soumaya Belayeshi, Mohamed Meskour, Mu'tasim Bilal Bouazaoui avec Nesrina Oustar. Bâtir ensemble l'avenir, cela se prépare dès maintenant. Pour autant, le contexte économique mondial est difficile. Il est marqué par les répercussions non négligeables de la crise sanitaire, par une inflation galopante et par plusieurs turbulences au niveau des chaînes de production et d'investissement, sans oublier la crise en Ukraine. Le continent africain est résolument tourné vers l'avenir. Il dispose d'un potentiel énorme, d'un grand capital humain et il peut jouer un rôle central. Le président Joe Biden et moi-même sommes parfaitement conscients de l'importance majeure et je dirais même cruciale d'œuvrer ensemble à la solidification de notre coopération avec les États africains à travers le Maroc, partenaire stratégique. Les États-Unis d'Amérique réitèrent leur engagement en faveur du développement de l'Afrique afin de relever les défis qui s'imposent et de concrétiser les chantiers stratégiques concernant les questions d'intérêt commun. Ce sommet se veut une occasion idéale pour établir de nouveaux partenariats, explorer de nouvelles opportunités et collaborer davantage avec les partenaires africains. Le Millennium Challenge a déjà posé les jalons de la réussite de ce partenariat. Il a encore un rôle à jouer pour relever les défis actuels. Sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Maroc ne cesse de démontrer son souci d'accompagnement de la stabilité et du développement d'une Afrique qui fait confiance à l'Afrique. Une Afrique qui reste ouverte sur le monde pour atteindre la prospérité économique à laquelle elle aspire. ويكتسي انعقاد هذه القمة على أرض المملكة المغربية
La forte présence de plus de 1000 participants met en évidence les perspectives majeures et prometteuses du partenariat entre l'Afrique et les États-Unis. Cela concerne plusieurs domaines clés comme le commerce, les investissements et les affaires. Je tiens aussi à mettre en avant la centralité du secteur privé et des établissements financiers internationaux en tant que levier principal de ce partenariat. Le continent africain dispose d'impressionnantes ressources renouvelables, telles que l'hydroélectricité, l'éolien et le solaire. Cela offre une énorme opportunité à saisir, car ces ressources peuvent être transformées en une énergie compétitive et verte pour couvrir les besoins du continent, mais aussi pour être exportées. Ce conclave de grande envergure a été également marqué par l'organisation de dialogues de haut niveau, de sessions plénières, de panels, de tables rondes et de side events autour des priorités du continent africain en matière de sécurité alimentaire, de santé, d'agriculture et de nouvelles technologies. Et en marge de ce sommet, les ministres des Affaires étrangères du Libéria et du Malawi ont réitéré le soutien de leur pays à l'intégrité territoriale du royaume. Autre conclave d'envergure, cette fois à Fès, qui abrite les travaux du symposium international de haut niveau célébrant le 5e anniversaire du plan d'action pour les chefs et acteurs religieux, toujours avec la même ambition, prévenir l'incitation à la violence pouvant conduire à des atrocités criminelles. Mustafa Zahiri, Mohamed Aïtlishkar. Dès 2013, des consultations sont menées par l'ONU avec des représentants de différentes religions et d'organisations religieuses et les premiers éléments d'un plan d'action sont adoptés à Fès en 2015. 2015, c'était vraiment la date, je dirais, historique où le sommet de Fès s'est déroulé. Et par la suite, en 2017, précisément le 14 juillet, le secrétaire général, Antonio Guterres, a lancé ce plan d'action. C'est donc le 5e anniversaire de ce plan d'action qui est célébré aujourd'hui dans la cité millénaire, Fès, la capitale spirituelle du royaume de la tolérance et de la promotion des valeurs universelles. C'est un document très important que nous avons discuté à travers le monde. Du Bangladesh à la République centrafricaine, de l'Irak à la Bosnie-Herzégovine ou encore en Allemagne pour des discussions autour du plan d'action de Fès et de ce qu'on peut faire avec. To discuss this first plan of action and what we can do with it. I've been a part of this initiative since 2015. J'ai été associé à cette initiative depuis 2015 lors des consultations en Europe puis dans diverses régions du globe. Cette rencontre internationale porte notamment sur le renforcement de l'appui à la mise en œuvre du plan d'action de Fès au niveau international. Elle est marquée également par la tenue d'un débat interactif en vue d'identifier les recommandations et les étapes futures à suivre. On voit de plus en plus des leaders religieux utiliser le plan d'action de Fès. Et il faut tout simplement espérer que cela va continuer. Nous devons nous armer, nous devons faire en sorte qu'à partir de Fès, cette lumière pour la paix puisse continuer à rayonner à travers le monde. Ce symposium représente un nouveau témoignage international de l'engagement fort du Royaume aux côtés des Nations Unies, pour œuvrer durablement en faveur de la promotion d'une culture de la paix et du dialogue entre les cultures et les religions, ainsi que la lutte contre toute forme de violence, de discrimination, de racisme et de discours de haine. Et avec nous en direct de Fès, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hillel. Bonsoir Excellence, merci d'être avec nous pour ce direct. D'abord, que représente le plan d'action de Fès pour l'ONU et pour la communauté internationale? Bonsoir. Permettez-moi tout d'abord de dire qu'aujourd'hui et demain, le Royaume du Maroc et sa capitale spirituelle sont une lumière dans un monde troublé, marqué par les guerres, la xénophobie, le discours de haine, le rejet de l'autre. Et Fès est là pour rappeler au monde qu'il y a 5 ans, il y a eu un plan d'action qui a été adopté ici et
validé par les Nations Unies et qui est porteur de valeurs et de principes universels, de tolérance, de coexistence, de rejet de discours de haine, mais également de promotion des droits de l'homme et du bon voisinage, du règlement pacifique des différends. C'est un plan d'action qui honore le Maroc parce que tout simplement le Maroc est le symbole de la civilisation, de la culture qui ne date pas d'il y a 5 ans, mais de plusieurs siècles. C'est une tradition marocaine de tolérance et c'est surtout également le leadership spirituel de Sa Majesté le Roi qui a toujours porté très haut ses principes et ses valeurs de vivre ensemble, de coexistence et surtout de rejet toutes sortes de violences et de discours de haine. Alors ce matin, Excellence, dans votre allocution, vous avez qualifié le plan de Fès, et je vous cite, de feuille de route vivante et réactive pour sauvegarder les piliers de la paix et de la sécurité. Avez-vous discuté d'un planning pour la mise en œuvre sur le terrain d'une telle feuille de route ? Effectivement, nous avons entamé, tout d'abord, on a fait le bilan de ces dernières années, on a partagé les bonnes pratiques, les expériences, mais également on a relevé les défaillances. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce plan de Fès soit totalement mis en œuvre? Mais les bonnes nouvelles, ça a été que ce plan de Fès est maintenant présenté un peu partout dans le monde, là où il y a des conflits, et cela a été dit dans votre reportage, aussi bien en République centrafricaine qu'en République démocratique du Congo, ou bien au Bangladesh, au Mufti de l'Azhar. C'est un document référentiel qui porte le nom de Fès et qui est porteur d'un certain nombre de valeurs, de principes, de règles, de conduites qui sont là pour permettre aux États d'instaurer la paix, pour permettre également aux pays et aux leaders religieux qui sont les porteurs de ces messages, ainsi que la société civile, les gouvernements, la presse, les médias, les jeunes et les femmes, pour qu'ils soient conscients de ce que c'est que de vivre ensemble, qu'est-ce que c'est que l'acceptation de l'autre, qu'est-ce que c'est que le rejet du discours de haine, de l'islamophobie, la xénophobie, le rejet des réfugiés ou des migrants. C'est un plan d'action qui est porteur d'espoir pour les années à venir. Bien sûr, d'ici demain, nous allons nous mettre d'accord sur une série de recommandations et d'actions qui permettront à ce plan d'action et surtout aux Nations Unies de disséminer le plan d'action et surtout mettre l'accent sur l'action oriented, c'est-à-dire l'action, le concret, la mise en œuvre et l'engagement. La plupart, sinon tous les intervenants ont insisté sur le fait que c'est un plan d'action porteur, mais nous avons besoin de mesures concrètes et c'est l'objectif de cette réunion qui est plus qu'une célébration d'un document, c'est un moment de réflexion pour s'interroger et surtout pour s'engager comment le mettre en œuvre ensemble. Chaque État, bien sûr, à son niveau local, national, régional, mais également international. Alors justement, Excellence, il est question de la composante relation entre la région arabe et l'Occident pour engager les deux parties dans un dialogue ouvert. Comment se fera cette approche ? Cette approche se fera bien sûr à travers le plan d'action, mais à travers les mécanismes qui vont être créés tant aux Nations Unies qu'au niveau régional. Et je peux vous dire que, par exemple, les Nations Unies ont instruit tous leurs représentants à travers le monde de promouvoir ce plan d'action et d'interagir avec la société civile dans leur pays d'accréditation, avec les gouvernements, avec les ministres, pour que ce plan d'action soit visible, soit mis en œuvre, soit promu, mais également soit éduqué, soit enseigné dans les écoles, parce qu'il est la quintessence de ce qu'il y a comme valeurs et principes universels. C'est comme la Charte des Nations Unies, mais là,
il est plus engageant, il est plus entreprenant et il est très précis. Et c'est d'ailleurs plusieurs idées ont été présentées pour que ça soit dans les manuels scolaires et que ça soit dans les discussions dans les différentes enceintes et surtout au sein de la société civile, parce que la société civile est très active dans ce domaine, particulièrement les jeunes et les femmes, dont le rôle est fondamental pour promouvoir ces valeurs. Parce que, tout à l'heure, ça a été dit, la femme assume également une responsabilité particulière. Ce plan de Fès n'est pas confié uniquement aux leaders religieux, il est confié pratiquement à tout responsable, à quelque niveau ou strate de la société, pour se l'approprier, le mettre en œuvre et le promouvoir. Et si nous réussissons, Inch'Allah, dans les années à venir, on se dira, nous avons réussi dans ce premier examen de la mise en œuvre du plan d'action de Fès. Monsieur Omar Hillel, ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, merci pour cette contribution. Vous étiez en direct de Fès. À présent, les chiffres journaliers du Covid-19. 5 décès et 1209 nouvelles contaminations. 15 nouveaux cas sévéro-critiques enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant leur total à 135. Côté vaccination, 6 613 974 personnes ont bénéficié de la 3e dose et 16 757 autres pour la 4e dose. Attention aux averses orageuses, toujours de mise dans les provinces de Khnifra, Ifrane, Bni Mellal, Azilal, Al-Hawz et Chichawa. De fortes rafales de vent sont aussi au programme, jusqu'à 85 km/h à Marrakech, Arhamna, Qlat, Saragna, Ben Saleh, Khnifra et Jarada notamment. Marhaba 2022, coup d'œil sur quelques chiffres. Plus de 700 000 Marocains résidant à l'étranger sont rentrés au pays en provenance d'Espagne. 170 000 véhicules ont quitté les 7 ports d'Espagne en direction du Royaume. Un peu plus de 73% de ces passagers ont embarqué depuis Algeciras, tandis que 74% ont opté pour le port de Tarifa. L'opération se déroule sous les auspices de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, en vue d'assurer la fluidité du transit et du trafic pour les Marocains du monde. C'est la destination des estivants, des plaisanciers et de tous ceux qui cherchent des moments de détente et de loisirs, les pieds dans l'eau. La station balnéaire de Saïdia, c'est tout cela à la fois. La perle bleue de la Méditerranée a en effet de quoi vous garantir un séjour de rêve. La preuve en images dans ce reportage de Rachid Latabi et Boukar Ben Ghbrit. Elle est la 3e plus grande marina du bassin méditerranéen. La marina de Saïdia, c'est plus de 37 hectares, pouvant accueillir des bateaux de plaisance de 50 mètres de long. Au fil des ans, la marina de Saïdia est devenue une destination par excellence pour de nombreux vacanciers et amoureux des sports nautiques. L'endroit est magnifique. La marina offre à ses visiteurs de nombreuses activités sportives liées à la mer, comme le jet ski. Saïdia est une destination touristique très prisée par les vacanciers du Maroc et de l'étranger. On peut y pratiquer plusieurs activités de détente. J'habite Nador et c'est à Saïdia que j'ai décidé de passer quelques jours de vacances. J'adore faire du jet ski et du parachutisme. Cet été, les Marocains résidant à l'étranger ont afflué nombreux à Saïdia. La plage a d'ailleurs reçu cette année encore le label Pavillon Bleu pour la 4e année consécutive. La marina de Saïdia, une destination de rêve pour les navigateurs et les amateurs de sport nautique. La société Marina Management et la société de développement Saïdia œuvrent en concert pour faire de cette marina une destination de prédilection pour les plaisanciers. C'est dans cette optique qu'on a mis en place un service de guichet unique pour faciliter l'accès au territoire marocain pour les étrangers. Et on peut y pratiquer ici sur la marina différentes activités nautiques, notamment la pêche sportive.
le jet ski, les balades en mer, aussi bien sur des bateaux à moteur que des voiliers. Larguer les amarres dans la marina de Seydia, c'est profiter d'une escale de détente riche en activités. Seydia, c'est aussi ses 14 km de plage avec la mer pour horizon. Et sur cette ambiance de farniente, on se quitte. Je vous dis à demain, 19h. Bonne soirée.